Aujourd'hui en France, l'immobilier reste l'investissement préféré des Français. 82% des 25-49 ans veulent devenir propriétaires de leur résidence principale. Beaucoup se tournent également vers l'immobilier locatif, vu comme plus sûr que les autres options d'investissement. La France est aussi championne du monde des impôts. L'État a donc créé des dispositifs d'investissement immobilier défiscalisants et c'est le sujet que nous allons traiter ce jour. Quels sont les dispositifs qui sont encore en vigueur en 2025? Sont-ils vraiment rentables? Investir, ça s'apprend. Vous êtes prêts? C'est parti! Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler immobilier et plus précisément immobilier défiscalisant. Donc c'est la première vidéo que je vais faire sur le sujet de l'immobilier sur ma chaîne. Mais voilà, comme je vous ai dit, je vais vraiment aborder toutes les classes d'actifs au fur et à mesure du temps. Et donc je pense qu'il était temps pour moi de parler aujourd'hui d'immobilier sur cette chaîne. Donc l'idée, c'est de voir si aujourd'hui l'immobilier défiscalisant, c'est une bonne idée d'investissement. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à noter qu'il y a pas mal de youtubeurs, dont certains que j'adore, qui tiennent le discours que investir uniquement pour défiscaliser, c'est pas un bon objectif d'investissement. Alors, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça, pour le coup. Parce que quelqu'un qui paye aujourd'hui 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros d'impôts par an, il a le droit de vouloir investir uniquement pour diminuer le montant de son imposition. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, qu'il faut bien vérifier en amont ce qu'on va faire avec notre argent, et si au final, cet investissement qu'on va faire, incluant la réduction d'impôt, va être rentable ou pas. Parce qu'effectivement, investir pour juste diminuer ses impôts, mais au final, être dans le trou à la fin de l'opération et perdre de l'argent, ça n'a strictement aucun intérêt. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les dispositifs défiscalisants qui existent en France, c'est souvent, on vous vend du rêve, mais concrètement, quand vous calculez tout, à la fin, vous allez voir que vous allez vite redescendre sur terre. Donc, on va voir ensemble si c'est une bonne idée aujourd'hui d'investir dans ce type d'investissement ou pas. Donc, on va commencer en sachant qu'aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, on est en mars 2025. Le dispositif Pinel n'existe plus puisqu'il s'est arrêté au 31 décembre 2024. Mais je voulais quand même revenir dessus et vous donner un exemple parce que ça a été quand même le dispositif d'immobilier défiscalisant phare, je pense, de ces 10 dernières années au moins. Donc ça me semble important qu'on en parle un petit peu. Et donc j'ai trouvé un exemple, un cas concret dans un article et on va passer dessus tout de suite. Je vais vous montrer. Donc, cet exemple d'investissement, je l'ai trouvé sur un article de Avenue des investisseurs. Vous trouverez le lien en description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. L'objectif de l'article, il était de comparer un investissement en loi Pinel et un investissement en LMNP en 2020, je crois, ou en 2022, je sais plus. Enfin bref. Voilà, donc on va se baser sur cet exemple d'investissement qui était vraiment un cas concret d'une offre qu'il avait vue donc sur la ville de Lille, comme il va nous le dire ici. Donc, prenons le cas réel d'un programme Pinel à Lille en vente en VFA pour 2022. Bon voilà, c'était 2022. Donc dans ce programme, dont j'ai reçu une publicité, il y a un T2 vendu à 250 000 euros pour 42 mètres carrés, soit 5 950 euros le mètre carré. Il s'agit bien d'un appartement neuf dans une commune éligible au Pinel. Donc c'est parti, on a fait les calculs. Alors lui, il a fait les calculs de son côté pour son article. Moi, j'ai repris ces calculs parce qu'il y a des choses avec lesquelles j'étais pas spécialement d'accord. Donc, j'ai repris les calculs et on va développer ici. Donc, un prêt de 252 500 euros à 1%. Donc déjà, 1%, franchement, c'est sympa comme taux. Parce que je suis pas garanti qu'en 2022 ou même en 2020, tout le monde avait du 1%. Mais bref, on est parti sur du 1%. On est sur du 1%. Donc, je suis allé sur meilleur taux. J'ai rentré 252 500 euros à 1%.
Ça m'a donné donc une mensualité de 1 233 € par mois. La mensualité de location, puisque dans le dispositif Pinel, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous adhériez à ce dispositif, vous aviez un plafond de ressources et un plafond de loyer pour les logements. Donc il nous a fait le calcul. Là pour le coup, je me suis vraiment basé sur lui parce que son calcul était juste. J'ai vérifié. Donc la mensualité de la location maximum, c'est 616 € sur ce bien-là. Ce qui fait qu'on aura donc un effort d'épargne de 617 € par mois. Sachant que la durée maximum de la réduction d'impôt en Pinel, c'est 12 ans, ça nous fait un effort d'épargne sur la période de 88 848 €. Ensuite, on a projeté donc des charges et un montant de taxe foncière de 192 € par mois, donc soit 27 648 € sur 12 ans. Donc les charges, c'est l'assurance propriétaire non occupant, potentiellement l'assurance également loyer impayé, les charges de syndic, etc., etc. Donc, on part sur une hypothèse où on revend le bien à 168 000 €, qui était donc le prix au mètre carré au moment où il a écrit l'article sur l'île. Effectivement, donc vous voyez, ça picote un peu, parce qu'on a acheté un bien à 250 000, on le revend à 168 000. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, quand vous investissez dans le neuf, vous allez surpayer votre bien d'à peu près 30%. Donc, vous le revendez 168 000 €. Avec les 48 510 € d'impôts économisés grâce à cet investissement, ça vous fait donc 216 510 €. Auquel, du coup, il faut soustraire donc les 88 848 d'efforts d'épargne, les 27 648 € donc de charges et de taxes foncières, les 16 800 € d'impôts fonciers, parce que même si l'investissement en Pinel vous amène de la réduction d'impôts, votre loyer que vous recevez tous les mois, c'est considéré comme des revenus fonciers, et donc ça, l'État va vous le taxer, en sachant que pour que les investissements en immobilier défiscalisant soient intéressants, faut à minima être dans la tranche d'impôt à 30%. Ça veut dire que vous allez payer 30% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers que vous allez recevoir. Alors bien évidemment, il faut déduire les charges, donc les charges d'emprunt, les intérêts, etc. Mais voilà, ça nous donne sur la période 16 800 € d'impôts fonciers. Et donc, au bout de 12 ans, il nous resterait donc 107 093 € à rembourser sur le prêt qu'on a fait à la banque, soit une rentabilité finale de moins 23 879 €. Voilà, donc pour 48 510 € d'impôts économisés, en fait, votre effort d'épargne mensuel, il est tellement important. Si le prix de l'immobilier n'a pas considérablement augmenté pendant la durée de votre investissement, à la fin, il est clair et net que vous êtes dans le trou. Dans le trou. Et donc, d'ailleurs, les Pinel ont été arrêtés parce que ça coûtait excessivement cher à l'État, mais aussi parce qu'il y a un rapport qui est sorti, que je vais vous présenter là tout de suite après, qui nous disait qu'au minimum un Pinel sur deux n'était pas rentable pour les investisseurs. Et ça, c'est des rapports qui ont été faits par l'État. C'est pas moi, Max, l'investisseur indépendant, qui vous sort ça de mon chapeau. Je vais vous le présenter tout de suite après, on va aller dessus. Voilà, donc ce rapport, c'est celui-ci, évaluation du dispositif d'aide fiscale à l'investissement locatif Pinel. Alors, il date de novembre 2019. J'ai pas trouvé plus récent. Et donc, il est donc bien de l'inspection générale des finances. Donc, c'est pas Joe le rigolo, comme dirait l'autre. C'est bien un organisme d'État assermenté qui a fait cette étude. Et donc, qu'est-ce que nous dit ce rapport? Alors, il nous dit beaucoup de choses, il fait 70 pages, on va pas du tout toutes les regarder. Je veux juste vous montrer une ou deux lignes. Donc, en synthèse, tac, tac, tac. Voilà donc les nombreux effets négatifs du dispositif. Donc pour l'habitant, la concurrence sur l'acquisition des fonciers pousse les promoteurs à concevoir les logements pour attirer les investisseurs, conduisant à une certaine standardisation des logements et parfois une faible qualité d'usage. Pour l'État, outre les difficultés de pilotage, le dispositif n'atteint que faiblement son objectif de réduction des loyers. Seuls 9,3% du montant accordé par l'État au titre de la réduction d'impôt se traduisent par des baisses de loyers. Pour les collectivités, l'automaticité de la réduction fiscale ignore les priorités des politiques locales de l'habitat, notamment en termes de localisation fine, de nombre et de type de logement. Les collectivités rencontrées ont également signalé l'impact en matière de dégradation des copropriétés, voire de quartiers. Ok. Et ce qui nous intéresse, c'est ici. Voilà. Pour le particulier, l'attrait de la réduction fiscale semble masquer dans la moitié des cas, un rendement net global négatif au bout de 9 ans,
hors effet de la hausse du prix de l'immobilier. Ce rendement s'explique notamment par une décote de 30% des prix de l'ancien par rapport au neuf. Voilà, donc là, c'est quand même un rapport de l'État qui nous dit que un Pinel sur deux n'était pas rentable. Alors après, ça n'a pas eu que des points négatifs. Si vous voulez lire le rapport, vous verrez, il y a plein de choses qui ont été positives par rapport au Pinel. Mais 1 sur 2 qui n'est pas rentable, c'est quand même énorme. Et même honnêtement, je suis surpris que ce soit pas plus. Parce qu'en fait, étant donné que vous subissez d'un côté le plafonnement des loyers et que de l'autre côté, vous surpayez le neuf, vous allez avoir des charges d'emprunt qui vont être colossales par rapport au loyer que vous allez rentrer. Et en plus de ça, le jour où vous allez le revendre, ce bien, vous allez être embêté parce que généralement, si vous avez acheté en Pinel dans un immeuble, c'est possible que vous ne soyez pas le seul à avoir investi en Pinel dans cet immeuble. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une multitude de biens à vendre dans le même secteur, les mêmes biens au même moment, ce qui va faire mathématiquement chuter les prix parce que il y aura beaucoup d'offres et les demandeurs auront le choix. Et en plus de ça, vous serez obligé de le revendre pour de la résidence principale, parce que quelqu'un qui voudrait racheter ce bien pour le mettre dans du locatif, s'il ne peut pas augmenter le loyer comme il le souhaite, ou alors il faut qu'il refasse des travaux, ça ne sera pas du tout intéressant pour lui. Donc vraiment, voilà, il y a quand même pas mal en termes d'investissement pur et simple, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez négatives. Et c'est ce qui a conduit aussi l'État, je pense, à stopper ce dispositif. Mais pour moi, c'était vraiment pas du tout intéressant. Et en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que la seule façon de rendre ces dispositifs intéressants, c'était d'espérer qu'il y ait une hausse du prix de l'immobilier. Mais on n'arrive déjà pas à savoir ce qui va se passer le mois prochain dans notre pays. Alors de là à savoir où sera l'immobilier dans 6, 9 ou 12 ans, c'est impossible en fait. C'est impossible. Aussi bien vous en achetez un aujourd'hui, et dans 12 ans, le prix de l'immobilier s'est effondré parce qu'il y a eu une bulle ou je sais pas quoi. Là, vous voyez, avec la remontée des taux, l'immobilier a baissé de 20-30% dans certaines villes. Ceux qui arrivent à échéance avec leur Pinel là depuis 1 an ou 2, je vous garantis qu'ils doivent couiner sévère. Donc voilà. Donc on va pas s'éterniser plus que ça sur le Pinel parce que ça n'existe plus. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que déjà ça part mal en termes de statistiques pour l'immobilier défiscalisant. Voilà, donc sur le Pinel, on s'est déjà dit pas mal de choses. Je voulais juste rajouter encore 2 ou 3 petits trucs. Dans l'exemple d'investissement là que je vous ai simulé, on n'a pas pris en compte, bien évidemment, qu'il peut potentiellement avoir des travaux à faire quand vous allez garder un bien, même si vous l'achetez neuf, quand vous allez le garder pendant 9 ou 12 ans, il y a quand même de l'usure qui s'installe, surtout que les promoteurs utilisent peut-être pas les matériaux les plus costauds qui existent sur ces constructions-là. Donc c'est pas non plus impossible de penser que vous aurez quelques travaux de rénovation à envisager, comme, je sais pas moi, changer un mitigeur qui fuit ou appeler un plombier parce que les toilettes sont bouchées ou que sais-je. Donc ça, on l'a pas pris en compte dans la rentabilité, mais si demain, vous décidez de faire cet investissement, c'est bien de l'argent que vous allez devoir payer et qui va rentrer dans le coût total de votre opération, donc ça vient encore déduire la rentabilité. Ce qu'on n'a pas compté non plus, bien évidemment, c'est la vacance locative. Aussi bien, effectivement, vous allez avoir le même locataire pendant 12 ans, mais il y a quand même plus de chances que vous arriviez à en avoir un pendant peut-être 5-6 ans et qu'au bout de 5-6 ans, ça change au moins une fois, voire deux. Et donc, que vous ayez de la vacance locative, c'est-à-dire que pendant certains mois, en fait, où vous allez remettre votre bien en location, il va pas se relouer tout de suite. Et donc, vous allez avoir des loyers qui ne rentrent pas. Pourtant, va bien falloir continuer à payer vos mensualités de prêt. Donc, tout ça, ça vient encore une fois faire baisser la rentabilité finale de votre investissement. Et il faut le prendre en compte, bien évidemment. Voilà, donc le Pinel, en fait, il a bien marché parce que il a beaucoup été mis en avant par des conseillers en gestion de patrimoine. Forcément, quand on sait que leur commission qu'ils pouvaient prendre sur un Pinel était plafonnée à 10%, même si en moyenne, je pense qu'on était plutôt entre 3 et 5, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 5% sur un bien à 250 000 euros, ce que ça leur fait comme commission. Je pense que je comprends pourquoi c'était un dispositif qu'ils aimaient beaucoup et qu'ils conseillaient bien à leurs clients, malheureusement, encore une fois, parce que forcément, quand vous savez que vous allez toucher, je sais pas moi, 10-12 000 euros de com d'un coup si vous arrivez à vendre le bien, peut-être que vous pensez un peu moins à l'intérêt du client et un peu plus au vôtre au moment de faire le conseil, malheureusement. Voilà, c'était la petite aparté. C'est pas du tout un tacle aux conseillers en gestion de patrimoine qui existent, mais force est de constater que y en a quand même qui en avaient fait leur spécialité, qui vendaient du Pinel à tour de bras,
et même parfois des clients à qui c'était pas du tout adapté. Et puis, ben voilà, les chiffres aujourd'hui sont là. Hein. Quand on voit qu'il y a même un rapport de l'État qui nous dit qu'un Pinel sur deux n'est pas rentable, c'est juste factuel. On va s'arrêter là pour le Pinel. Et donc, on va passer à son petit cousin, qui est donc le dispositif de Normandie, qui est beaucoup, beaucoup moins connu pour le coup, je pense. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes en quoi il consiste. Donc, je vous ai déjà mis un petit peu les 6 points phares, entre guillemets, mais on va aller voir quand même sur le site du service public après plus en détail. Donc, le dispositif de Normandie s'applique pour donc de l'achat dans l'ancien avec au moins 25% du montant de l'opération en travaux. Donc, toutes les communes ne sont pas éligibles. Vous avez le site des impôts, enfin le site du service public qui vous donne les communes qui sont éligibles. On ira voir tout à l'heure. Bien évidemment, vous avez le plafonnement des loyers sur ce dispositif comme en Pinel. Dans les travaux, il faut qu'il y ait au moins 2 actions de travaux d'économie d'énergie, il me semble, on verra ça tout à l'heure. Vous aurez, comme dans le Pinel, le plafonnement des ressources du locataire, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas louer à tout le monde, il faut que vos locataires gagnent moins d'un certain montant pour que vous puissiez leur louer le bien. Et donc la défiscalisation est sur une période de 6 à 12 ans, comme le Pinel, 6, 9, 12. On est sur les mêmes durées. On va se rejoindre tout de suite sur le site du service public pour voir en détail les infos supplémentaires qu'ils ont à nous dire sur ce dispositif. Voilà, donc on se retrouve sur le site économie.gouv.fr. Encore une fois, vous aurez le lien de l'article en description, comme d'habitude. Donc, rénovation d'un logement ancien, tout savoir sur la réduction d'impôt de Normandie. Alors, bon, là, on va pas s'attarder sur ces parties-là. Donc, le dispositif de Normandie est une aide fiscale accordée dans le cadre d'un investissement locatif. Il est destiné à encourager la rénovation des logements anciens. Ce dispositif prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu accordée aux particuliers achetant un logement à rénover dans certaines zones pour le mettre ensuite en location. Donc, quelles sont les communes où il est possible de bénéficier du dispositif de Normandie? Donc ça, je vous laisserai aller voir, comme je vous ai dit, vous aurez l'article en description, je vous laisserai aller voir quelles sont les communes éligibles, on ne va pas s'éterniser ici. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de cette réduction d'impôt? En plus du critère lié à la localisation de votre logement, il est nécessaire de remplir plusieurs conditions pour en bénéficier. Donc, les conditions liées au logement à rénover. Le logement concerné doit être un logement ancien faisant l'objet de travaux d'amélioration ou un local transformé en usage d'habitation. Le logement concerné doit être un logement non meublé devant être loué comme habitation principale pendant 6, 9 ou 12 ans. Et une fois le logement rénové selon les critères éligibles, le loyer mensuel hors charge ne doit pas dépasser les plafonds suivants. Donc moi, pour l'exemple que j'ai trouvé, on sera sur la commune de Voiron, qui est donc une commune en B1, et donc on sera à 11,31 € du mètre carré en location. Donc on verra tout de suite après dans mon calcul. Les conditions liées aux travaux à réaliser. Donc les travaux doivent représenter au moins 25% du montant total de l'opération. Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, vous devez réaliser l'un des travaux suivants, donc des travaux de rénovation énergétique. Je vous laisserai voir ce qui est éligible. Et vous avez également des conditions liées aux locataires du logement. Donc une fois les travaux réalisés, il est nécessaire de respecter les conditions liées au locataire. Donc le locataire ne doit pas appartenir à votre foyer fiscal, vous ne pouvez pas louer ça à vos enfants par exemple. Et son revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser les plafonds réglementaires de ressources annuelles. Encore une fois, vous avez un lien dans l'article, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse en détail. Et donc, quel est le montant de la réduction d'impôt de Normandie? Donc le calcul de la réduction d'impôt s'opère à partir du prix de revient net du logement, qui comprend donc l'ensemble des sommes débloquées pour acquérir le bien, y compris les dépenses de rénovation. L'avantage fiscal est étalé sur la durée de la location. Son montant est calculé en appliquant au prix net de revient du logement un pourcentage variant en fonction de la durée de location pour les logements situés en métropole. Donc 12% sur 6 ans, 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans. La réduction d'impôt de Normandie est plafonnée à un investissement maximum de 300 000 € et de 5 500 € par mètre carré de surface habitable. Donc là, on retrouve vraiment la même chose que sur le dispositif Pinel, sauf que le Pinel, c'était dans le neuf. Donc si vous achetez un logement plus cher, la fraction dépassant ce montant ne sera pas prise en compte dans la base de calcul de votre réduction d'impôt. Donc ça, déjà, c'est quelque chose à faire attention. Si demain, vous avez un agent immobilier, un CGP ou que sais-je, qui vous vend un dispositif de Normandie, pensez à vérifier que vous n'êtes pas en train de surpayer, que ce soit le bien au-delà des 300 000 € ou même au prix du mètre carré, parce que ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir défiscaliser la totalité de votre investissement. Donc déjà que quand on défiscalise la totalité, c'est pas forcément ouf. Si en plus vous n'allez pas défiscaliser la totalité, là c'est même pas la peine, quoi, franchement.
On va se retrouver tout de suite sur le site où j'ai trouvé donc un logement à vendre éligible au dispositif de Normandie. Donc je vous retrouve sur le site de l'annonce, comme ça on va regarder ça en détail. Et puis derrière, on fera les calculs pour l'exemple. Voilà, donc on se retrouve sur le site bien ici, hein, que vous connaissez, vous avez sûrement déjà vu des pubs à la télé. Donc, appartement 3 pièces de 62 mètres carrés sur la commune de Voiron à 132 000 euros. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Vous avez le descriptif, on va pas s'éterniser dessus. Ce que je voulais vous montrer, hop, éligible à la loi de Normandie, donc juste ici. Donc voilà, faut bien vérifier ça quand même. Faut bien vérifier aussi que sur la commune sur laquelle vous investissez, soit bien une commune qui soit listée sur le site de l'État, hein, ce qui est bien le cas de Voiron, j'ai été vérifié. Voilà, donc on va se baser du coup sur ce bien-là, ce 3 pièces de 62 mètres carrés sur la commune de Voiron pour notre exemple. Et donc, on se retrouve pour les calculs du cas concret. Donc, je vous ai détaillé un petit peu comment j'ai procédé au calcul. J'espère que j'ai pas fait d'erreur parce qu'il m'arrive parfois de faire des fautes d'inattention. Donc, si vous remarquez une erreur, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en ai fait une, hein. C'est tout à fait possible que ce soit le cas. Donc, voilà. Donc, on est bien sur un achat d'un T3 sur la commune de Voiron de 62 mètres carrés à 132 000 euros, comme on l'a vu sur l'annonce juste avant. Donc, pour rappel, il faut que les travaux représentent au moins 25% du montant du projet. Donc, on est obligé de rajouter 44 000 euros de travaux. Ce qui nous fait donc un projet total à 176 000 euros. Le plafond du loyer en zone B1, on a vu tout à l'heure, c'était 11,31 euros le mètre carré. Donc, dans notre exemple, ça nous fait 701,22 euros de loyer maximum. La réduction d'impôt de 21% sur le projet, donc c'est 36 960 euros sur 12 ans. La mensualité de prêt, encore une fois, meilleur taux est mon ami. J'ai pris donc les 176 000 euros à 3% sur 300 mois. J'ai été sympa hein, parce que 3%, c'est un taux qui est quand même ultra canon. Hein, donc voilà, ça nous fait du 884 euros par an. Les frais de notaire, c'est pareil, j'ai été faire une simulation sur un site de notaire. Ça nous donne pour un bien dans ces prix-là 11 000 euros. Et donc, j'ai calculé la fiscalité des revenus fonciers. Donc, c'est bien loyer x 12 moins les intérêts d'emprunt que j'ai été simulé sur un site qui permet de faire des tableaux d'amortissement, qui est plutôt bien pratique. Plus taxes foncières, plus les charges de syndic, plus l'assurance propriétaire non occupant. Voilà, donc ça nous fait 892,43 euros d'impôts fonciers, donc impôts plus prélèvements sociaux, hein, bien évidemment, soit 10 709,16 euros pour 12 ans. Donc, on part sur une hypothèse où on revend le bien 10% plus cher que le prix du mètre carré actuel sur la commune de Voiron, c'est-à-dire on le revend 147 500 euros. Donc là, déjà, on part déjà de l'hypothèse, encore une fois, que les prix de l'immobilier auront augmenté par rapport au moment où on achète, donc 10%. Donc l'effort d'épargne là-dessus, donc on a 701,22 euros de loyer, on enlève 884 euros de mensualité de prêt, 100 euros de charges diverses. Donc les charges diverses, c'est les charges de syndic, la PNO, la GLI, voilà toutes ces choses-là. Éventuellement s'il y a des travaux à prévoir, des choses comme ça, bon bref. 83,33 euros de taxes foncières, donc ça nous fait 52 719,84 euros d'effort d'épargne sur 12 ans. Donc la renta finale, donc c'est 147 500 qui est donc notre prix de revente, plus 36 960 euros d'économie d'impôt, auquel il faut retirer du coup 52 719,84 euros d'effort d'épargne, 10 709,16 euros de fiscalité, 11 000 euros de frais de notaire que vous avez payés bien évidemment et qui doivent être compris dans le bien, dans l'opération. Et du coup, au bout de 12 ans, vous avez 107 703 euros de capital restant dû. Ce qui fait qu'au final, sur cette opération, vous êtes à 2328 euros. Donc déjà, on peut se dire, on n'est pas en perte. C'est déjà pas mal, on a une certaine rentabilité. Sauf que j'ai pas compté les frais de dossier du prêt, j'ai pas compté les frais de garantie pris par la banque, j'ai pas compté non plus les intérêts intercalaires que vous allez payer pendant la durée des travaux. J'ai pas non plus compté le fait qu'il y avait potentiellement des travaux à refaire sur les 12 ans et qu'il y aurait eu potentiellement de la vacance locative sur le Pinel. Donc en fait, je pense que si vous comptez tout ça, réellement, vous êtes encore une fois dans le trou. Et il y a une autre chose que je n'ai pas compté, que ce soit sur l'exemple numéro 1 ou sur celui-ci non plus, parce qu'alors là, sinon, c'est même pas la peine, c'est l'inflation. Parce qu'en fait, l'objectif d'investir,
C'est pas juste de faire un rendement. L'idée, c'est quand on investit, c'est de faire un rendement supérieur à l'inflation pour gagner en pouvoir d'achat ou en tout cas ne pas s'appauvrir. Là, si je dois compter des rendements nets d'inflation, bah, laisse tomber, hein, c'est même pas la peine, hein. Déjà que sans compter l'inflation, on est déjà dans le trou. Voilà. Donc, vous voyez, malheureusement, le dispositif de Normandie ne s'en sort pas mieux que son cousin, le dispositif Pinel. Alors encore une fois, hein, ça vaut pour le Pinel, ça vaut pour le de Normandie. Les calculs que je vous montre, c'est sur des exemples que j'ai pris au hasard, hein, mais est-ce que ça veut dire que il y a aucun Pinel ou aucun de Normandie qui n'a jamais été rentable et qui ne le sera jamais? Bien sûr que non. Bien sûr que non, encore une fois. Vous êtes un dirigeant d'entreprise qui travaille dans l'immobilier, les travaux, ça va vous coûter beaucoup moins cher, vous payez peut-être beaucoup d'impôts, enfin, voilà. Il y a toujours des cas de figure où vous allez trouver un bien qui est vraiment pas cher, même avec les 25% de travaux, ça va sortir encore en dessous du prix du marché, donc vous êtes sûr de pouvoir faire une plus-value à la revente, etc. Bon, il y a toujours des hypothèses, des cas de figure qui font que ça peut être rentable, mais honnêtement, si vous vous lancez là-dedans, prenez vraiment le temps de faire tous les calculs et surtout ne faites pas confiance que à la personne qui essaye de vous vendre ce dispositif ou ce bien en question pour vous faire les calculs. C'est-à-dire que bah, vous écoutez ce qu'il a à vous dire, bien évidemment, mais essayez d'avoir un second avis ou un troisième avis d'une personne qui est indépendante de la situation, qui a aucun intérêt à ce que vous achetiez ce bien, pour faire les calculs et pour que vous sachiez réellement où vous allez et pour voir si réellement à la fin vous allez être gagnant ou pas. Et surtout, ne surestimez pas le potentiel de hausse des prix de l'immobilier. Parce que oui, l'immobilier, ça peut aussi baisser. On s'en est rendu compte sur ces 3-4 dernières années. Je pense qu'il y en a certains qui l'avaient oublié. Mais encore une fois, le de Normandie, il existe depuis aussi longtemps que le Pinel, si ce n'est plus. Et s'il y en a qui ont dû le revendre là dans les 3-4 dernières années, c'est clair et net qu'ils ont bu le bouillon, hein. Avec des prix d'immobilier qui ont baissé de 20-30%, vous êtes dans le trou, mais puissance 1 million, hein. Donc faites vraiment attention à ça, regardez bien tout, faites les calculs, faites-les revérifier si vous n'êtes pas à l'aise pour les refaire, même si honnêtement, à partir du moment où vous êtes un petit peu à l'aise en maths, que vous comprenez un petit peu la fiscalité, comment ça se passe, c'est pas très compliqué de refaire les calculs même par vous-même. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à prendre le temps et ne faites pas confiance à la personne que vous avez en face de vous qui essaye de vous vendre ce bien, parce que bien souvent vous allez vous retrouver dans le trou. Et surtout que cette personne, elle a un intérêt à vous vendre ce bien, et c'est pas forcément votre intérêt à vous, encore une fois. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le de Normandie. On va passer sur les deux autres dispositifs que je voulais aborder dans cette vidéo, sur lesquels on va passer très rapidement parce que ce sont des dispositifs qui sont très particuliers et qui sont très très nichés, pour lesquels il m'a même été compliqué de projeter des hypothèses parce que c'est vraiment, bah, vous allez le voir, c'est vraiment très particulier. Et donc le prochain dispositif dont on va parler, c'est le dispositif Malraux, qui concerne donc la rénovation globale de sites patrimoniaux remarquables classés. Donc 400 000 € de réduction d'impôt maximum sur 4 ans. Le logement doit être loué en location nue pendant 9 ans. Et réduction d'impôt équivalente à 22 ou 30% du montant des travaux engagés en fonction du secteur. Donc c'est un dispositif qui est vraiment, vraiment très niché, puisqu'en fait vous allez rénover en fait des monuments historiques, hein, pour faire très simple. Donc c'est quand même relativement compliqué pour moi qui suis pas du tout du secteur de l'immobilier, en plus d'estimer à combien pourrait se louer un appartement dans un monument historique ou même se revendre après travaux, etc. Donc j'ai essayé de faire un peu comme j'ai pu, mais il est possible que je sois vraiment complètement à côté de la plaque pour le cas concret. Bref, on va se retrouver sur un site quand on dit un peu plus sur les dispositifs Malraux, et c'est également aussi sur ce site que j'ai trouvé l'exemple sur lequel j'ai basé mon cas concret. Vous allez voir, j'y suis pas allé très fort sur le cas concret parce que bah, globalement, juste quand on prend la mensualité de prêt, le loyer, on peut s'arrêter là en fait, hein, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc je vous retrouve tout de suite sur le site en question. Voilà, donc ce site, c'est celui-ci. Je vous mettrai encore une fois le lien en description si vous voulez vous y rendre. Donc voilà, le dispositif Malraux 2025 donne droit à une réduction d'impôt calculée sur le montant des travaux de restauration engagés par le contribuable à hauteur de 30% pour les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable avec PSMV, donc plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, les quartiers anciens dégradés et les quartiers conventionnés NPNRU, ancien secteur sauvegardé, voilà. Et 22% pour les immeubles situés dans un site
patrimonial remarquable avec PVAP, donc plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, approuvé ou dont le programme de restauration était déclaré d'utilité publique. Voilà, donc vous voyez déjà, juste ça, c'est du chinois pour moi, franchement. Je sais pas si vous comprenez mieux, mais bref. Le montant des travaux pour le calcul de la réduction d'impôt en loi Malraux 2025 est plafonné à 400 000 euros pour une période de 4 années consécutives. La loi Malraux s'adresse aux contribuables français investissant dans la rénovation d'immeubles à caractère historique ou esthétique destinés à la location. Contrôlés et suivis par un architecte des bâtiments de France, les travaux doivent prendre en charge la restauration de l'intégralité de l'immeuble. Depuis le 1er janvier 2013, la réduction d'impôt en loi Malraux ne rentre plus dans le plafond des niches fiscales. Voilà, donc on a un peu plus d'infos sur ce qu'est le Malraux. Et donc j'ai trouvé ici, vous voyez sur ce site, il y a des programmes. Donc j'ai pris le premier ici sur Avignon. Donc on nous dit qu'il y a des logements donc du T1 bis au T2, il y aura 6 logements. Et le prix va donc de 312 219 euros à 396 924 euros. Donc, je me suis basé un petit peu là-dessus pour mon cas concret, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Donc voilà, il nous détaille un peu plus les infos là-dessous, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Les logements font jusqu'à 58 mètres carrés, il y aura des locaux commerciaux, voilà. Bon, je me suis basé un peu là-dessus, mais comme je vous ai dit, c'était quand même très compliqué pour moi de me projeter sur des chiffres concrets sur un investissement de ce type-là. Voilà donc le cas concret et les chiffres que j'ai pris. Donc je me suis basé sur le principe qu'on achetait un bien donc à 390 000 euros. On partait donc sur un des plus grands T2 qu'il y avait, de 58 mètres carrés. Je suis parti du principe qu'il y avait à avoir pour ce T2 150 000 euros de travaux. Parce que il fallait bien estimer quelque chose et je me suis dit plus on estime, plus on a de réduction d'impôt, plus ça sera intéressant. Sur les 150 000 euros, donc on va partir du principe qu'on a le droit à 30% de réduction d'impôt, donc ça nous fait 50 000 euros de réduction d'impôt. Je suis allé voir les loyers max par mètre carré à Avignon, donc sur le site de Se Loger, j'ai pris vraiment le maximum du maximum à 19 euros le mètre carré. Encore une fois, j'ai aucune idée si je suis complètement à côté de la plaque, étant donné que c'est un monument historique, peut-être que ça se loue 2 fois plus cher, mais j'en sais rien. Donc moi, je suis parti là-dessus. Ça nous ferait un loyer à 1140 euros pour un T2 de 60 mètres carrés. Et là, on a une mensualité d'emprunt pour une opération à 540 000, pardon. Une mensualité d'emprunt à 2785 euros par mois sur 25 ans. Et sans parler des frais de notaire, sans parler de l'impôt sur les revenus fonciers, sans parler de l'impôt sur la plus-value. C'est même pas la peine qu'on fasse plus de calculs que ça. Voilà, donc je pense que, à mon avis, je dois être à côté de la plaque parce que je me dis c'est pas possible qu'en fait un dispositif comme ça existe depuis 1960 et soit encore utilisé. Si vraiment ça faisait perdre autant d'argent aux investisseurs, ça ferait peut-être longtemps qu'ils auraient arrêté de le faire, à moins que ceux qui investissent par ce dispositif aient pour intérêt de diminuer leurs impôts, mais aussi de participer tout simplement à la sauvegarde du patrimoine français. Et je pense que c'est le cas. Je pense que la plupart des gens qui investissent avec ce dispositif, c'est aussi pour la fierté de détenir dans des beaux monuments. On a la chance d'avoir une architecture qui est assez incroyable dans notre pays. Et donc, je pense que vu que c'est un dispositif qui est quand même, je pense, très intéressant pour les gens qui sont vraiment très aisés, je pense qu'ils voient l'intérêt de déduire un petit peu leurs impôts et en plus de participer à la sauvegarde du patrimoine et de posséder des biens, entre guillemets, d'exception. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que ça existe encore. Mais il est tout à fait possible que je sois vraiment à côté de la plaque pour mon calcul. À savoir aussi que du coup, le montant des travaux, comme il vous donne droit à réduction d'impôt, vous ne pouvez pas le réintégrer quand vous allez faire la revente. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, là, le bien que vous achetez 390 000 sur Avignon, si vous faites bien vos 150 000 euros de travaux et que vous le revendez, j'en sais rien, moi, 540 000 euros, on va dire le montant de l'achat plus les travaux, et en fait, vous allez être taxé au niveau de la plus-value sur tout ce qui va dépasser les 390 000 euros plus les frais de notaire. Donc, ça vous fait un impôt supplémentaire parce que forcément, l'État il va pas vous faire cadeau à la fois de 30% de réduction d'impôt sur les travaux et en plus, vous autorisez à les réintégrer au moment de la revente dans le calcul de la plus-value. Donc vraiment, pour moi, niveau rentabilité, je vois pas comment
Je vois pas comment un achat à Malraux peut être rentable via ce dispositif avec les infos que j'ai pu trouver en tout cas. Mais encore une fois, je suis peut-être complètement à côté de la plaque là-dessus. Voilà. On va pas passer plus de temps sur le Malraux, ça sert à rien qu'on s'éternise. On va passer au dernier dispositif qui est tout aussi niché que celui-ci, mais pour lequel j'ai pu trouver un cas un peu plus concret. Mais c'est pareil, je pense que les chiffres qu'ils donnent sont pas excessivement vrais. Et donc, le dernier dispositif dont on va parler dans cette vidéo, c'est le dispositif monument historique, qui permet de déduire la totalité du montant des travaux sur votre revenu imposable pendant la durée des travaux. Vous avez une obligation de garder le bien pendant 15 ans et vous êtes obligé de respecter les contraintes légales des bâtiments de France. Donc là, je ne vais pas perdre plus de temps à vous expliquer ce qu'il en est exactement. J'ai trouvé une petite vidéo qui va durer 3 minutes, qui le fait bien mieux que moi, et donc on va se retrouver là-dessus tout de suite. Le dispositif d'investissement monument historique, c'est quoi? Votée en 1913, la loi monument historique a été créée dans le but de favoriser la conservation du patrimoine français en permettant aux investisseurs de bénéficier d'un avantage fiscal important en contrepartie du coût élevé des travaux engagés. Ce dispositif permet en effet à tout contribuable souhaitant réduire ses impôts de devenir propriétaire d'un bien d'exception classé ou inscrit monument historique. Comment ça marche? Ce dispositif permet de déduire de vos revenus imposables l'ensemble des travaux réalisés sur ce type de bien, sans plafond. Prenons un exemple. Voici le château de Pontchartrain, au cœur des Yvelines, qui date du XVIIe siècle. Ce couple de cadres souhaite investir dans un très bel appartement du château. Ils gagnent chacun 60 000 € par an et sont imposés au taux marginal d'imposition de 30%. Ils paient 24 000 € d'impôts. Le prix de revient de l'appartement est de 500 000 €, dont 200 000 € dédiés aux travaux nécessaires à la réhabilitation de leur bien. Grâce à cet investissement, ils bénéficieront d'un avantage fiscal important. Comment calculer cet avantage? Les travaux étant prévus sur 3 ans, le tiers de ce montant de travaux, soit 67 000 €, sera déduit chaque année du montant de l'imposition habituelle. Faisons le calcul. On multiplie le coût annuel des travaux, soit 67 000 €, par leur taux marginal d'imposition, soit 30%, ce qui nous donne une économie fiscale de 20 100 € chaque année. Le couple ne paiera donc plus que 3 900 € d'impôts par an pendant 3 ans, tout en se constituant un patrimoine immobilier. Leur avantage fiscal s'élèvera à 60 300 € sur 3 ans. Pour bénéficier du dispositif Monuments historiques, il faut simplement s'engager à conserver le bien pendant 15 ans à partir de la date d'acquisition, durée des travaux incluse, le louer nu pour une durée minimum de 3 ans ou l'habiter, dans ce cas le montant de l'avantage fiscal est réduit de 50%, et enfin, confier la supervision de ces travaux à Histoire et Patrimoine, qui se charge du respect des contraintes légales avec les architectes des bâtiments de France. En bref, investir dans un monument historique, cela veut dire devenir propriétaire d'un bien d'exception qui gardera toujours son statut fiscal, bénéficier d'un avantage fiscal légitime et sans plafond, contribuer à une démarche de développement durable, la rénovation ayant une empreinte carbone beaucoup plus faible que la construction, se constituer un patrimoine immobilier pour préparer l'avenir, avoir la fierté de participer à la sauvegarde du patrimoine architectural français. Avec Histoire et Patrimoine, investissez dans la sauvegarde du patrimoine. Voilà, donc comme je vous disais, je pense que ça vous a bien mieux expliqué comment fonctionnait le dispositif monument historique que je n'aurais pu le faire. Je suis pas sûr que YouTube a bien apprécié que je filme une vidéo YouTube pour ma vidéo YouTube, on verra bien. Alors en tout cas, voilà, je me suis basé donc sur le cas concret de la vidéo, donc 60 300 € d'économie d'impôt. Dans notre exemple, ils nous disent que donc ils investissent 500 000 € sur un prêt de 25 ans avec un taux très bas à 2,90, ça nous fait 2 487 € de mensualité.
Pour un appartement de 80 mètres carrés sur Pontchartrain, je me suis basé vraiment sur les prix les plus élevés que j'ai pu trouver. On est à 2280 €. Encore une fois, j'ai aucune idée si c'est juste ou si je suis complètement à côté de la plaque et que vu que c'est dans un château, peut-être que ça se loue 2 fois plus cher, je n'en sais rien. L'impôt sur les revenus fonciers, en tout cas sur ce montant-là, sur 15 ans, c'est 94 043,85 €. 22 600 € de frais de notaire, un effort d'épargne sur 15 ans de 82 260 €. Et donc, si on part du principe qu'on revend ce bien à 400 000 €, on aura presque 17 000 € encore d'impôts sur les plus-values, soit un résultat final de moins 43 777 €, sans compter les intérêts intercalaires, sans compter les travaux et sans compter la vacance locative. Surtout que j'ai traîné un petit peu sur le site, dont vous avez le lien en description encore une fois, où j'ai trouvé la vidéo. Et sur ce château de Pontchartrain, les appartements, ils ont plus l'air d'être entre 800 et 900 000 € que 500 000 €, comme ils le disent dans la vidéo, ce qui viendrait encore alourdir la facture finale. Mais encore une fois, je pense qu'au niveau des loyers, ça doit se louer en fait beaucoup plus cher que ce que j'ai pu trouver moi. Et donc mon cas concret est complètement à côté de la plaque, très certainement. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est hyper compliqué d'évaluer combien on vaut un appartement dans un château pour moi, ou combien ça se louerait. Donc j'en ai aucune idée concrètement. Et je me suis basé en fait sur les prix de se loger, les prix maximum sur les communes en question. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là aussi pour les monuments historiques. On va pas creuser plus que ça. Encore une fois, c'est un dispositif qui est ultra niché, qui est réservé vraiment à des CSP qui payent au moins 20 ou 30 000 € d'impôts par an. Je pense que c'est un peu pareil pour le Malraux. Donc c'est pas du tout destiné à monsieur et madame tout le monde. Mais voilà, c'était quand même important que j'en parle dans cette vidéo, parce que c'est un dispositif qui existe. Et quitte à faire une vidéo sur un sujet, autant le traiter jusqu'au bout. Voilà, donc écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc encore une fois, je vous ai montré des exemples qui pour moi sont assez parlants du fait que viser la défiscalisation sans vérifier tout ce qui se passe autour, c'est une mauvaise idée, parce que souvent vous allez être dans le trou. Même si encore une fois, je pense que bien évidemment, il est possible de trouver dans tous ces dispositifs des biens qui soient en défiscalisation et qui soient rentables à la fin de l'opération. Je pense que ce serait peut-être beaucoup plus facile en fait de partir sur de l'immobilier classique si vraiment vous souhaitez en faire, ne pas trop vous prendre la tête avec la défiscalisation, et d'utiliser d'autres systèmes qui existent comme le PER par exemple pour faire diminuer vos impôts autant que vous pouvez, et d'acheter de l'immobilier classique en LMNP, en SCI à l'IS, peu importe, où vous mettez nos locataires dedans et vous ne prenez pas la tête, vous n'avez pas les contraintes des plafonnements de loyer, des plafonnements de ressources, des durées de détention, des bâtiments de France et tout ce que vous voulez qu'on a vu dans cette vidéo. Donc voilà, vraiment, si jamais vous voulez quand même vous orienter là-dessus, comme je vous ai dit, refaites bien les calculs par vous-même, faites revérifier les calculs par quelqu'un qui n'est pas impliqué dans l'opération et qui n'a donc pas d'intérêt à ce que vous achetiez ce bien, pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous faire bananer purement et simplement. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et à me dire en commentaire si c'est des dispositifs que vous connaissiez. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!